Monsieur Jean-François Kouassi est avec nous. Monsieur, bonjour. Bonjour, madame. Alors, vous nous venez des grandes écoles.net. Justement. C'est dans le cadre de la rubrique Famille et Éducation. Bien sûr. Première question, est-ce que vous consommez de l'ail? Oui, mais pas assez souvent. Pas assez souvent. Donc, vous avez entendu ce que le docteur a dit? Oui, j'ai bien suivi. Je pense que je vais m'y mettre maintenant. D'accord. Alors, on parle des élèves et puis le rythme d'apprentissage qui diffère d'un élève à l'autre. Bien sûr, bien sûr. Déjà, on est tous d'accord que les difficultés d'apprentissage sont au cœur même des préoccupations du monde scolaire. Ça, tout le monde le sait. Parce que ces difficultés-là, il faut le dire, qui sont bien sûr inhérentes aux élèves, constituent de véritables défis pour le personnel qui les accompagne, en l'occurrence les enseignants. Mais dans le même temps, ces difficultés-là exigent aussi des parents beaucoup d'énergie, tout simplement parce que les enfants n'évoluent pas tous au même rythme. Et ça, tout le monde le sait, mais on ne peut pas se garder de s'en prendre à eux, de les comparer aux autres, alors que chacun a son propre rythme, en fait, en matière d'apprentissage également. Chaque élève a son propre rythme. Mais le problème, c'est comment gérer cette hétérogénéité-là quand on se trouve en classe ou lorsqu'on se trouve à la maison avec ses enfants. Vous avez un enfant qui peut avoir de très bons résultats scolaires et il peut en avoir un autre qui n'a pas de bons résultats scolaires ou qui est carrément nul, ou bien pratiquement nul, je dirais même médiocre. C'est encore mieux comme ça parce qu'aucun élève n'est suffisamment mauvais pour réussir à l'école. Alors, donc, le problème, c'est que vous allez vous retrouver aujourd'hui dans une classe. Et dans la même classe, pour un même apprentissage, vous allez constater que tous les élèves ne sont pas au même stade. Ils ne sont pas au même niveau. Et même par rapport à la lecture, par exemple, vous constaterez qu'à un moment donné, il y a des élèves qui arrivent donc à lire sans problème, au CP1 comme au CP2, même au CE1. Et il y en a d'autres qui ont compris le mécanisme de la lecture, mais qui jusque-là peinent encore à l'exercer. Et puis, il y a un troisième groupe d'élèves qui n'arrivent même pas à déchiffrer les mots, qui n'arrivent pas encore à faire un découpage syllabique pour pouvoir lire aisément. Peut-être est-ce un problème de correspondance. Très souvent, les enseignants d'ailleurs s'en plaignent. Il y a souvent un problème de correspondance entre les lettres telles que sont lues au CP1 et au CP2. Au CP1 et au CP2, on dit à l'enfant bo, ko, et puis on peut lui dire même simplement pour faire les découpages, on fait bo, a, il sait très bien que c'est ba. Donc, pour un enfant qui a fait le CP1 et le CP2, qui n'a pas pu acquérir ces différentes habiletés nécessaires à la lecture, c'est sûr que lorsqu'il va arriver au CE1 et qu'on va lui dire qu'on ne dit plus bo, on ne dit plus ko, mais on dit plutôt B et C, et bien quand on lui fait B et A par exemple, il ne saura toujours pas forcément ce que ça fait. Donc il y a ce problème de correspondance là très souvent qui fait que les élèves ont des problèmes de lecture à partir déjà des classes préparatoires, donc CP1 et CP2. Mais ces mêmes différences d'apprentissage peuvent aussi être dues à l'âge de l'enfant, parce que les enfants, quand ils rentrent au CP1, ils y entrent pendant l'année de leurs 6 ans. Voilà, et très souvent, lorsqu'on rentre en septembre, il y a des enfants qui ont déjà 6 ans bouclés, il y en a qui n'ont pas encore leurs 6 ans. Or, on considère qu'au niveau de la lecture, par exemple, toutes les habiletés s'acquièrent entre 5 et 8 ans, selon l'enfant bien sûr. Et puis il peut avoir aussi d'autres problèmes comme problème de concentration, problème de mémorisation. Et c'est tous ces facteurs-là qui influencent en fait le rythme d'apprentissage des enfants et qui fait que dans une classe, jamais deux enfants ne peuvent avoir le même rythme d'apprentissage. Mais à quel moment est-ce qu'il faut s'inquiéter ? Eh bien, il faut s'inquiéter seulement à partir du moment où l'enseignant lui-même a pu détecter les différentes difficultés de l'enfant, parce que c'est cela le rôle des enseignants, veiller à ce qu'aucun de leurs élèves ne s'enferme dans les difficultés. Parce qu'on ne peut pas être dans une classe et puis, avec le nouveau système que nous avons donc, fournir une formation qui convienne à tout le monde. Non, pas du tout. Parce que tous les enfants n'apprennent pas tous de la même manière. Les enseignants vont déceler à partir bien sûr de tests ou à partir des différentes compositions qu'ils font avec les élèves, ils pourront donc déceler quels sont les différents problèmes de chacun de leurs élèves. C'est un problème qui ne peut pas tout de suite être résolu comme ça parce que dans nos classes, on sait très bien les effectifs que nous avons généralement. Et puis, les programmes sont soumis aussi à un quantum horaire. Il y a aussi le problème de système élitiste parce que dans une classe, par exemple, quand les 4 premiers ou les 5 premiers ont compris le cours, tout de suite, on évolue, on avance. Donc, ce n'est pas toujours aisé, mais les enseignants devraient être capables, en classe, de prendre en compte les différences, j'allais dire, les différents rythmes d'apprentissage des élèves. C'est très important de le noter. Et puis, il faut pouvoir déterminer sur la base des différents besoins identifiés. Mais ce que j'allais vous demander en ce qui concerne les enseignants, comme dans une même école, vous avez par exemple le CP1, A, B, C, D. Est-ce que les élèves sont en classe en fonction de leur niveau? Par exemple, les meilleurs de tous les CP confondus sont au CP1
A, et puis ceux qui sont moyens, pour qu'on puisse avoir une formation qui prenne en compte leur niveau? Alors, généralement, cette façon de catégoriser ou de mettre les meilleurs élèves ensemble et d'autres ensemble, dans une autre classe, c'est généralement à partir du secondaire que cela se fait. Alors déjà au CP1, on ne peut pas savoir si celui-là est meilleur que l'autre, ou alors séparer déjà à partir du CP1, ça ne se fait pas. Mais dans la même classe, il y a des meilleurs, donc il y a des élèves qui sont bons, qui comprennent facilement, qui ont un rythme d'apprentissage assez rapide. Il y en a d'autres qui ne comprennent pas très vite. Et c'est ce que l'enseignant devrait être capable de déceler quand il se trouve en classe avec ses élèves. À partir bien sûr de tous les devoirs qu'il fait avec ses élèves, des différentes évaluations en fait, il peut savoir les difficultés des élèves, parce que le plus important c'est de mettre l'accent surtout sur les différentes habiletés à transmettre. À la fin du cours que nous sommes en train de faire, quelles sont les habiletés que les élèves devraient pouvoir développer? Et c'est là en fait qu'il y a l'importance du nouveau système approche pédagogique par compétence, puisque c'est un système qui respecte en fait les rythmes d'apprentissage des élèves. Quand on corrige par exemple un devoir d'histoire-géographie avec les élèves, eh bien ce ne sont plus les fautes. Quand on ne corrige que ce qu'on a demandé à l'enfant, les questions qu'on a posées à l'enfant. Mais on ne corrige pas les fautes orthographiques ou les fautes grammaticales. Donc, si l'enfant a écrit peut-être, il voulait écrire peut-être maison et qu'il a écrit E, M, accent grave et Z, O, N, ça ne se corrige pas. Voilà, selon le système APC par exemple. Vous comprenez que c'est une façon de prendre en charge ou de prendre en compte les différents rythmes d'apprentissage des élèves. Et les enseignants qui auront donc défini les différents besoins de leurs élèves pourront donc déterminer sur cette base-là toutes les étapes nécessaires à l'acquisition des différents savoirs et des savoir-faire. Parce que c'est ça le plus important, comme je le disais, c'est la finalité. Quelles sont les habiletés qu'ils doivent pouvoir développer après un cours? Voilà en fait ce qui est important et qu'il faudrait que les enseignants fassent l'effort donc de pouvoir adapter leur enseignement à la diversité bien sûr des élèves. Donc il faut aider les élèves tous à réussir, et aider les élèves à réussir, c'est en fait avoir les mêmes attentes pour tous les élèves, mais en utilisant, j'allais dire, des moyens vraiment différenciés. C'est très important. Et puis pour les parents qui sont régulièrement en train de comparer leurs enfants à d'autres ou comparer à même les enfants de leurs frères ou des enfants des voisins, il faut éviter cela. Il faut faire l'effort d'aider son enfant, bien sûr, à pouvoir surmonter ces différentes difficultés qui sont dues très certainement au rythme d'apprentissage à l'école. D'accord. Très bien. Votre téléphone, si vous souhaitez? Alors, nous sommes au 22 01 47 46, le mobile 77 39 49 59 et le contact principal www.grandesécoles.net. Je vous remercie. Je vous en prie. Monsieur Jean-François Kwasi. Merci. Nous avons une page de publicité et nous allons recevoir nos invités de la direction commerciale et marketing. À tout de suite.